Bonsoir à toutes et à tous. La politique de relance est engagée. C'est une manne de 100 milliards qui doit revigorer l'économie. Clément Beaune l'annonçait tout à l'heure aux côtés de Jean Castex et de Bruno Le Maire. Nous l'entendrons ici. Il est l'homme de l'Europe au sein du gouvernement. Il est aussi un des plus proches d'Emmanuel Macron. On l'entendra aussi à ce sujet. Un autre regard sur la crise est celui de Luc Ferry, le philosophe, l'ancien ministre. Il pointe le danger que les extrémistes finissent par l'emporter sur les raisonnables. Il sera notre invité après 20h40. Enfin, on parlera de deux personnages extrêmement différents, registres différents, mais tous deux ont leurs amis et leurs ennemis acharnés. Didier Raoult, d'abord, il est visé par une plainte à l'Ordre des médecins. Plusieurs centaines de scientifiques l'attaquent sur sa déontologie. Enfin, Manuel Valls sera également notre invité. Il reprend la parole à l'occasion du procès de Charlie Hebdo, mais aussi dans le débat sur la violence et l'autorité. Question plus large, qui pourra incarner désormais la gauche de l'autorité ? Tout d'abord, ce plan historique, et le mot n'est pas exagéré, 100 milliards qui sont programmés pour relancer l'économie. C'est un effort français, c'est aussi un effort européen, et c'était souligné tout à l'heure. Une ambition et une ampleur historiques. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C'est le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens. C'est absolument inédit et je crois qu'il faut le souligner. Concrètement, 40% de chaque projet du plan de relance français sera financé par l'Union européenne. Et si vous me permettez, je crois que le plus important est là. C'est le drapeau européen qui sera sur chaque projet du plan de relance. France Relance, c'est aussi l'Europe Relance. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, David Rochebain. Vous étiez là à la conférence de presse, vous êtes vraiment l'homme de l'Europe, plus que jamais, visage relativement nouveau. Quelle est la part que les Français devront à l'Europe ? Écoutez, une part très importante, parce que ce plan de relance qui a été présenté tout à l'heure par le Premier ministre, et j'ai essayé de souligner cette dimension européenne, c'est 40% de cet effort lui-même historique et inédit dans notre pays, de 100 milliards d'euros, qui est un plan d'investissement. Donc c'est un plan qui complète tout ce qu'on fait pour gérer la crise et pour investir dans la transition écologique, dans la relocalisation industrielle, etc. Et donc, je l'ai dit, sur chaque projet, il y a 40% qui est financé par l'Union européenne. Il faut le faire savoir et le montrer. On parle d'argent emprunté de manière collective. D'ailleurs, les 27 devront encore se prononcer sur le détail. Ce principe inédit, on emprunte ensemble, ça c'est un cas psychologique. Oui, je crois que c'est un changement de modèle en Europe. Quand on parle de dette commune, ce n'est peut-être pas la chose la plus sexy qui se passe en Europe, mais d'un mot, je crois que c'est un vrai changement parce que ça veut dire qu'on est solidaire. Et ça veut dire que, comme chaque gouvernement, quand il y a une crise, on l'a fait en France, on l'a fait en Allemagne, on l'a fait ailleurs, on emprunte quand c'est difficile et puis on rembourse parce qu'on sait qu'on sera encore ensemble dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. C'est ça une dette. Et maintenant, on a une dette européenne, ça veut dire quoi ? Qu'on remboursera ensemble, solidairement, jusqu'à 2058, 2060. Et donc, on croit, qu'on sait que le projet européen va durer au moins jusque-là. La photo du gouvernement où vous êtes pour rappeler votre cas de personnage particulier dans la galaxie Macron. Voilà, vous êtes là, 39 ans, macroniste historique vraiment, depuis les débuts, toujours proche du président. Hein, vous lui soufflez à l'oreille quand vous étiez conseiller, aujourd'hui en tant que secrétaire d'État. Il s'est passé un déclic cet été, hein, notamment avec les Allemands. Le cap européen, quelque chose s'est produit. Oui, il y a un déclic, il y a un changement et... Ils ont accepté de s'endetter ensemble. Pour eux, c'était inouï. Inouï, c'est vrai. C'est pour ça que quand on parle d'inédit, d'historique, parfois c'est galvaudé. Là, je crois que c'est vraiment vrai, si je puis dire. Un déclic, ça se fait toujours en se préparant. C'est la dernière étape qui est indispensable et puis qui se fait dans la discussion entre la chancelière et le président qu'on a préparé. Mais c'est 3 ans de travail pour défendre des idées, négocier avec les Allemands, être crédible en Europe aussi et parler avec tout le monde. L'Allemagne, bien sûr, mais aussi toute une série de pays, parce qu'on a décidé à 27 à la fin. Les Pays-Bas, la Suède, qui étaient très hostiles.
Et on a réussi. Les Européens un peu cruels disent, bien sûr Emmanuel Macron, bien sûr les autres, mais en réalité c'est Mme Merkel qui a mis tout son poids dans la balance pour faire basculer notamment et faire que les frugaux ne retiennent pas tout ça. On les a vus ensemble à Brégançon, il y a ces images extraordinaires, Emmanuel Macron l'accueille en anglais, hein. Il se parle en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est, chez Mme Merkel, qu'est-ce qui fait qu'elle, qui refusait complètement cette idée-là, est acceptée? Vous avez raison, Mme Merkel a évolué, mais moi, j'ai aucun problème à dire que c'est aussi grâce à l'Allemagne et à Mme Merkel. D'abord parce qu'en Europe, ça fait partie des lois historiques qu'on vérifie chaque fois. Il n'y a pas d'avancée sans la France et l'Allemagne ensemble. Et c'est une plus grande économie. C'est une plus grande économie, bien sûr, mais l'Allemagne, vous l'avez rappelé, ne voulait pas, j'ai dit que c'était inouï, c'est vrai, ne voulait pas de cet endettement commun. Et donc, objectivement, l'Allemagne a bougé vers des positions françaises, parce qu'elle l'a souhaité, bien sûr, mais aussi parce qu'on a créé cette relation de confiance patiente, constante. Et je crois qu'un des secrets en Europe, c'est de travailler avec tout le monde. Ça paraît évident, mais ça n'est pas toujours fait. De dire les choses franchement. On a eu des moments de tension avec l'Allemagne, le président avec Mme Merkel. On l'a dit publiquement, parfois des désaccords, parce que si on met la poussière sous le tapis, c'est sûr qu'on n'avance jamais. Et puis, il y a des moments où les choses se décliquent, se cristallisent, arrivent, et puis on avance. Elle a vu passer tellement de présidents, hein, les Sarkozy, les Chirac, les autres. Elle est toujours là. Dans le rapport personnel entre eux, racontez-nous les téléphones de 19h. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment les Français et les Allemands. La journée est finie pour Mme Merkel. Souvent, pour M. Macron, elle commence, il l'appelle, puis elle souvent dit non, il faut attendre demain. Hein. Oh, ça n'est pas arrivé si souvent de reporter un appel au lendemain. Mais il y a des appels ou des SMS fréquents, amicaux ou politiques entre la chancelière et le président. Je ne vais pas, moi, dans dévoiler les secrets ou les coulisses, mais bien sûr, ça passe aussi par cette relation de confiance personnelle, amicale, confiante. Et d'ailleurs, c'est vrai au niveau européen en général. Ce qui est magique dans l'Union européenne, même si c'est parfois frustrant, parfois long et difficile, c'est que c'est le seul club international où chaque leader se connaît, s'appelle, souhaite ses anniversaires. Le président est très attentif aussi à ce genre de diplomatie de l'amitié européenne. Les derniers jours encore, est-ce que c'est un changement de ton? Est-ce qu'il y a plus d'interventionnisme sur la Biélorussie? Vous avez été très en avance. Au Liban, évidemment. Est-ce que là, il y a une évolution? Européenne? Oui. Oui, je crois qu'il y a une évolution en général qui correspond d'ailleurs à ce qu'on essaye de défendre depuis 3 ans, c'est-à-dire une souveraineté européenne et puis parler le langage de la puissance. L'Europe n'est pas habituée à s'affirmer comme une puissance. Je crois que c'est d'ailleurs ce que... Assumer ce mot, hein, puissance. Assumer ce mot, sans donner aussi les moyens, on n'y est pas encore. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en 3 ans, et puis en quelques années au total, la défense européenne, ça devient une réalité. Ce qui s'est passé sur la Turquie, la Russie, le Liban, je pense que les mots forts, des actions fortes, parfois des sanctions, une aide humanitaire. Je rappelle qu'au Liban, les pays européens, c'est déjà plus de la moitié de l'aide d'urgence. C'est l'Europe qui est le premier soutien au Liban dans cette crise, la France en premier lieu, mais l'Europe en général. Et ça a changé parce que l'Europe a compris que face à la Chine, face aux États-Unis, dans un voisinage difficile en Méditerranée, si on n'agissait pas plus fort, plus unis, on disparaîtrait de la scène internationale. Un dernier mot sur vous. Vous êtes vraiment un personnage dans la Macronie, le premier de classe, hein, pardon, mais voilà, c'est ce qui vient à l'esprit. C'est un compliment, monsieur Rocheba. Ah bah certainement, c'est très bien d'être premier de classe. Et quand on voit la photo, par exemple, 2017, vous étiez déjà là, toujours, hein, vous avez été vraiment parmi les tout premiers. Beaucoup ont disparu, il y avait souvent des profils un peu plus originaux, même un peu plus baroques, parfois dans la Macronie, c'est parfois sans doute un enrichissement aussi. Il y a un resserrement, disons, sur... une équipe plus professionnelle, c'est l'évolution naturelle d'un quinquennat? Je ne dirais pas non, vers une équipe plus professionnelle, mais il y a des changements et c'est normal, parce que ceux qui sont conseillers ou plus exposés en politique, c'est très fatigant, c'est très usant. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est aussi une leçon d'humilité, je le prends pour moi. Les circonstances peuvent évoluer. Donc moi, je ne dirais pas qu'il y a une équipe qui a un état d'esprit différent, mais il faut nous-mêmes nous renouveler, changer de fonction ou changer de vie. Monsieur le ministre, merci beaucoup. L'Europe au programme jusqu'à 2022 et ensuite peut-être merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Le deuxième titre, ce sont le procès des attentats de Charlie qui entrait dans son 2e jour. On mesure aujourd'hui son ampleur. Il y a plus de 200 parties civiles, 100 avocats, 14 personnes accusées de complicité avec les assassins djihadistes de 2015, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Nous recevons ce soir un homme qui a été
au cœur de l'événement dès les premières heures. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Nous étions avec François Molins il y a quelques jours. Vous êtes parmi ces quelques hommes qui non seulement tous vécu ça, mais vous étiez vraiment là. Quel souvenir vous marque le plus 5 ans après ? La violence des nouvelles, la violence des morts, ce que cela a représenté pour la société française et pour chacun d'entre nous. Ça a été un choc terrible et ça, le reste, l'actualité passe. Nous ne savions pas à l'époque que ce n'était que le début d'une longue série terrible d'attentats, le Bataclan et les terrasses de Paris, quelques mois après, Nice et bien d'autres. Je savais, comme ministre de l'Intérieur et puis comme Premier ministre, que nous étions exposés à une très grande menace. Je l'avais dit à Bernard Cazeneuve, que nous avions fait la passation de pouvoir. Nous connaissions le nombre de Français qui partaient en Syrie. Nous préparions à ce choc, nous évitions des attentats. Mais ces attentats, nous ne les avons pas évités. Et puis, dans ce qui s'est passé ces jours-ci, c'était des visages connus pour beaucoup de Français. Pour beaucoup d'entre nous, c'était des connaissances, des amis aussi, je pense à Cabu. Et on a tué des journalistes parce qu'ils représentaient la liberté d'expression. On a tué des flics parce qu'ils représentaient l'ordre. On a tué des Français juifs parce qu'ils étaient juifs. C'était des symboles de ce qu'est tout simplement la France. Et ça a été dur. Et de l'autre côté, une réaction extraordinaire du peuple français. Quand on revoit les images de ce matin de janvier où vous sortez du bâtiment de Charlie Hebdo, voilà, là c'est encore une fois autre chose. À ce moment-là, où est-ce que vous en êtes, vous ? Nous sommes obsédés par un seul objectif, c'est prendre les terroristes, c'est mettre la main sur eux. Dans ce que vous avez vu, le fait de voir la scène de guerre, qui est très différent que seulement d'en parler. J'en ai très peu parlé, j'en parle peu. Pourquoi ? Tout simplement par respect vis-à-vis des victimes, de leurs proches et de leurs familles. Mais je voulais voir cette scène de guerre. Parce que ça n'était pas que des images, ce n'était pas une nouvelle, ce n'était pas des faits, c'était une réalité. Et cela m'a marqué, et cela me marquera toute ma vie. Non pas ce que j'ai vu seulement, mais ce que nous avons vécu les uns et les autres. C'est pour ça que Charlie, mais aussi l'hypercachère, ce qui s'est passé à Montrouge, ces jours terribles, et aussi les héros, je pense à nos policiers et à nos gendarmes, et la mobilisation des Français le 11 janvier, et Paris brillant dans le monde, capitale de la liberté. Mais c'est un tournant pour la société française, c'est un tournant pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui a changé ? On se rappelle, 2015, on verra les images extraordinaires, n'est-ce pas ? L'Union, le 11 janvier, 5 ans après, tellement de divisions. Qu'est-ce qui a changé ? La France est divisée. Toutes les sociétés occidentales sont profondément divisées. Vous en parlez souvent sur votre plateau. Vous avez suffisamment d'expérience pour le savoir. Moi, j'ai cru qu'il y avait l'occasion d'un rebond profond. Il a existé. Je pense que nous avons raté une belle occasion avec François Hollande et toute la gauche. C'est de changer, c'est de renverser la table, c'est de rassembler à ce moment-là beaucoup plus le pays face aux attentats et à ce qui se passait. Beaucoup ne l'avaient pas compris. Moi, j'avais un avantage, je ne pousse pas du col et puis ça n'a aucune importance, mais j'avais compris depuis longtemps ce qui se passait dans la société française avec la montée de la haine, de l'antisémitisme, ce qui se passait dans nos quartiers, la montée de l'islam politique, et je mettais les mots sur ce qui se passait. On m'en avait fait souvent reproche, mais là, beaucoup le disent. Richard Malka l'a dit dans l'avocat de Charlie Hebdo dans une belle interview du Point. Oui, il y a des points positifs, mais de l'autre côté, on a reculé, il y a davantage d'intolérance. Il faut que Charlie Hebdo publie de nouveau les caricatures de Mahomet pour rappeler pourquoi, bon sang, on a tué des journalistes, des policiers et des Français juifs. Pourquoi ? À cause d'une haine, d'une idéologie totalitaire, d'une religion qui veut mettre la main sur l'État et sur la vie de milliers, de dizaines de milliers de citoyens. Division sur Charlie, notamment. Division aussi sur le thème de la violence. Il y a aujourd'hui Dupond-Moretti, Darmanin, comme il y avait à votre époque Valls, Taubira. Vous savez très bien, même si ça n'est qu'un mot, tout ça cristallise sur ce mot d'ensauvagement que Gérald Darmanin a prononcé, qu'Éric Dupond-Moretti réfute. Est-ce que, pour vous, c'est le mot adéquat ? D'abord, je trouve que le Nouveau Monde ressemble beaucoup au Vieux. Visiblement. Et qu'on retrouve évidemment les mêmes débats que Robert Badinter ou Gaston Defferre ou Christiane Taubira et moi avons. C'est une erreur, c'est une faute. Quelle est l'erreur ? La politique en matière de sécurité ou la politique pénale peut pas souffrir
et ça a été le cas, de voix discordantes. C'est un jeu de rôle, on peut le penser, non ? Ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Non, je crois que c'est une erreur. Surtout dans ces moments-là, où les Français ont besoin d'être rassurés. Deuxièmement, je pense L'erreur, pardon, le mot ou la division ? Est-ce que vous la le division, prononceriez ? ce type de débat. Mais qui a raison alors, d'après vous ? Je pense que le garde des Sceaux a tort de donner le sentiment de minimiser, je ne sais pas s'il le dit ainsi, de minimiser la montée de la violence dans notre société. Des chiffres montrent que ça n'est pas si facile à Je ne suis pas né établir, de la dernière pluie, et je sais bien qu'entre les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, pas la vôtre bien sûr, les responsables politiques, on s'empare de ces choses, c'est pas nouveau. Mais Monsieur le Premier ministre, le mot sauvage, ensauvagement, est-ce que c'est le registre que vous utiliseriez ? Je pense que le garde des Sceaux a tort de rentrer dans ce débat ainsi, et je pense que le ministre de l'Intérieur a raison de prendre des mots forts pour démontrer qu'il n'est pas en décalage par rapport à ce que vivent les Français. On peut faire parler toutes les statistiques. Et d'ailleurs, le gouvernement d'Édouard Philippe a fait une erreur qui est de casser le thermomètre, et notamment toutes les enquêtes de victimisation et l'observatoire sur la délinquance, parce que cela nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la société. Il y a un élément qui est ce que mon ami Alain Boer appelle l'homicidité, où on voit que les homicides, les tentatives d'homicide et les coups ayant porté mort, les coups et blessures ayant entraîné la mort, sont ces 5 dernières années en augmentation, alors que nous avions connu une baisse fondamentale. Et cela démontre qu'il y a de la violence dans la société. Je me permets de vous interrompre parce qu'on l'a vu ici même, il y a plusieurs statistiques, il y a un débat là-dessus, et on peut sortir d'autres statistiques qui montrent que, de cette manière, la violence diminue. Pas sur les homicides. Pas sur les homicides. Quoi qu'il en soit, la préoccupation des Français, là, c'est le sondage c'est le sondage IFOP qui a été réalisé, qui montre ça, on le voit ici. La délinquance qui représente 70%, thème prioritaire en 2020, c'était 50 en 2019. Comment est-ce que vous expliquez qu'à gauche, il n'y ait pas une gauche de l'autorité qui arrive à s'emparer de ça ? Il y a eu vous, il y a eu un Cazeneuve, il y a eu Chevènement, qui n'est plus tout jeune. On a l'impression que ça ne se renouvelle pas. Comment vous expliquez ça ? Par une difficulté à aborder ces questions, mais on peut le trouver aussi. On trouve une grande partie de la gauche qui a été extrêmement complaisante avec l'islam politique, avec l'islam radical. On trouve ça chez les Insoumis, une partie du PC, une partie des Verts, parfois aussi au PS. Ce sont ces divisions qui ont conduit à moi ce que j'ai appelé des gauches irréconciliables. Qui peut incarner ça aujourd'hui, d'après vous ? Ça, je ne sais pas. Le président de la République, demain, va s'exprimer sur la République. Au début du quinquennat, et d'ailleurs pendant l'élection présidentielle et pendant la montée en puissance d'Emmanuel Macron, lui-même ou son entourage contestait les mots que j'utilisais et l'analyse que je faisais de la société française sur la dureté, la violence. On pensait que le nouveau monde allait tout régler et que la société allait être plus fluide, plus sympathique et que les gens allaient de nouveau se réconcilier. Non, les sociétés sont plus dures. Parce qu'il y a un passage à l'acte, il y a une contestation de l'autorité, on se fait justice soi-même. On peut parler des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Il y a beaucoup de raisons. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui, oui, une violence, un ensauvagement, pour reprendre ce mot, dans la société, qui dans des sociétés où le taux d'homicide a énormément baissé, même s'il remonte, l'idée de la violence et de la mort est inacceptable. Donc, du coup, il y a cette confrontation. Donc, la gauche, elle est républicaine. Si elle considère que les gens les plus modestes, les ouvriers dans les quartiers, les jeunes victimes du trafic de drogue, les femmes victimes de la violence, les classes moyennes ou populaires sont victimes, donc elle s'adresse à eux, non ? La gauche sont victimes de cette violence et de cette insécurité, elle devrait être d'une fermeté totale, comme nous le sommes quand nous sommes au gouvernement, malgré les divisions, et quand la gauche revient dans l'opposition, parfois... elle l'oublie, c'est pour ça que je me suis éloigné. Quelques mots sur vous. Rappelons une image de 2015 pour rappeler combien vous avez été populaire. Il y avait, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, après les attentats, une popularité inouïe. Il y a cette scène à l'Assemblée où vous êtes acclamé de manière incroyable. Ça, c'était 2015. Aujourd'hui, le temps a passé de manière extrêmement spectaculaire. Vous êtes tellement rejeté par une grande partie de la société française, de la vie politique française. Quel aiguillage vous avez raté ? Non, c'est pour ça aussi que j'ai pris du recul, pour des raisons d'abord très, très personnelles et qui n'intéressent que moi. Vous savez, j'ai eu tellement la chance de servir les Français à ce niveau, pas de la chance bien sûr d'en les servir dans ces moments, mais faire face à des responsabilités. Et c'est l'honneur de François Hollande, de Bernard Cazeneuve et de moi-même, je crois, que d'avoir tenu bon
dans ces moments-là. Ça, c'est le passé, pardon, mais la fuite en Espagne, la fuite à Barcelone, c'était une erreur. C'est pas une fuite. Est-ce que c'était une erreur? Non, c'est pas une erreur. Mais je pense qu'un responsable. Vous continuerez là-bas? C'est toujours ma vie est votre plus vie là-bas? équilibrée aujourd'hui entre l'Espagne et la France. Je suis français, j'aime ce pays, mais je le dis avec beaucoup d'émotion. Mais je n'ai pas fui. On prend du recul. C'est normal. Ces images restent, mais je pense que mon analyse sur la société française, sur ces violences, le combat que j'ai mené contre l'islam politique, contre l'antisémitisme, contre Dieudonné, la racine de tout vient de là. J'étais seul, y compris face à la presse d'opinion. Je me rappelle de l'éditorial du Monde. Tous ces éléments-là font que, écoutez, moi je continuerai à parler, à m'exprimer sans plan de carrière. Et d'une manière ou d'une autre, je pense que, et je le vois aussi dans la rue, dans les rencontres, les Français peut-être me comprennent mieux. Mais les avoir servis, moi, naturalisé, fils d'Espagnol, enfant de l'école publique, et fils de Suisse aussi, je ne l'oublie pas par ma mère, sinon vous me le reprocherez, mais c'est un honneur extraordinaire, et je suis plus que jamais français et républicain, parce que c'est ça aujourd'hui l'enjeu de notre pays. Question toute personnelle, comment est-ce que vous tenez le coup? Ça me frappe beaucoup. Il y en aura sûrement de tweets après vos déclarations-là. Dès que votre nom est prononcé, c'est le déluge sur Twitter. On se moque de vous, de votre façon, dit-on vulgairement, de faire du lèche-botte avec Emmanuel Macron, d'approuver chacune de ses décisions, de chercher un Marocain, de chercher un poste. Comment vous tenez le coup? D'abord, je ne lis pas ces bêtises. Il y a sur les réseaux sociaux une haine additionnée de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des islamistes. Ça fait du monde. Et je résiste. Les Français vivent des situations bien difficiles avec la crise économique et la Covid et les menaces en matière de sécurité. Mais moi, je résiste. Je résiste parce qu'encore une fois, j'ai servi ce pays. D'une manière ou d'une autre, j'ai envie toujours de le servir à ma manière et en parlant librement. Je parle librement, mais écoutez, il y a 2 ans, il fallait soutenir, ou il y a 3 ans, il fallait soutenir une gauche en perdition, ou il fallait choisir entre Macron et Le Pen. Qui a eu raison? Un dernier mot, c'est Lionel Jospin, avec qui vous avez eu un long compagnonnage, qui s'exprime aujourd'hui. C'est le retour d'un autre ex, qui est très sévère. Il dit pour Emmanuel Macron qu'il y a une sorte de logiciel anachronique. Est-ce que vous partagez son jugement? Non, je respecte évidemment Lionel Jospin. Il porte une analyse d'ailleurs assez intéressante sur la Mais vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord notamment sur tout ce qu'il dit sur le plan économique. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai l'impression que Lionel Jospin, lui, est resté à un moment, à une époque bien particulière. Mais je n'ai pas lu son livre, je n'ai que lu son interview dans le Nouvel Observateur. J'imagine qu'il revient aussi sur ses propres responsabilités, car nous avons tous évidemment des responsabilités, mais sa parole sera forcément intéressante. C'est aussi un homme d'expérience, mais il faut regarder de l'avant. La société a énormément changé au cours de ces dernières années. Manuel Valls, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, c'est la révélation du Figaro. Une plainte a été déposée contre Didier Raoult. C'est devant l'ordre des médecins par la Société de pathologie infectieuse de langue française. Des centaines de scientifiques mettent en cause la déontologie de Didier Raoult. Professeur Bricker, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre de l'Académie de médecine, infectiologue. D'abord, la nature des reproches qui peuvent être faits à Didier Raoult, quelle est-elle? Écoutez, si j'ai bien noté et compris, on lui reproche un petit peu la façon dont il a géré les essais ou les convictions qu'il a exprimées vis-à-vis des traitements par l'hydroxychloroquine. Donc à partir de là, la Société française de pathologie infectieuse a souhaité mener une action. Je ne sais pas si elle fait bien, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments en faveur de Didier Raoult, à mon avis, parce que quand on n'a pas de traitement pour une infection qui préoccupe beaucoup de la société, eh bien, essayer, et avec un médicament connu, un médicament ancien, je ne vois pas là où il y a mal. On voit déjà les pros et les anti-Raoult qui vont sortir du bois les uns et les autres. Les pro-Raoult disent jalousie. Est-ce que vous le pensez? Oui, il faut... Bon, je ne sais pas si je dois
évoquer tout ça, mais j'ai eu l'avantage, je connais Didier Raoult, j'ai travaillé avec lui, j'ai échangé avec lui, c'est un homme de conviction, c'est un très bon chercheur, c'est un très bon scientifique, il dirige très bien un laboratoire à Marseille. Donc, Quand on dit, pardon, que c'est un des plus grands microbiologistes du monde, par exemple, est-ce que c'est vrai ? c'est un très grand microbiologiste, manifestement, et je pense que peut-être ça suscite effectivement des jalousies. Alors, au-delà de ça, il faut bien reconnaître qu'il a un caractère trempé et qu'il exprime, et ça c'est un avantage, il exprime directement ce qu'il pense. Trempé, pardon, c'est l'euphémisme pour dire quoi ? C'est un euphémisme pour dire qu'il dit clairement un certain nombre de choses qu'il pense, et peut-être sans détour, et peut-être pas avec suffisamment de forme pour que ça plaise à tout le monde. Il y a beaucoup de témoignages sur ce caractère presque fou. Certains disent immense génie, mais génie un peu fou. Est-ce que dans sa pratique, puisque c'est quand même là, c'est là-dessus que porte la plainte, est-ce que dans sa pratique, ça s'est marqué d'après vous, d'une manière ou d'une autre, dans les méthodologies ? Écoutez, moi, je ne peux en juger qu'en termes de clinicien. Je tiens à souligner que la chloroquine, l'hydroxychloroquine qu'il a utilisée pour traiter ces malades, d'abord était avec un autre médicament qui est un antibiotique, qui est l'azithromycine. Deuxièmement, que cette hydroxychloroquine, on sait que c'est actif contre un certain nombre de virus, mais seulement au laboratoire, et que chez l'homme, ça ne marche pas. Donc, c'était un risque que de l'utiliser, c'est vrai, d'un point de vue théorique, mais encore une fois, je trouve que quand on n'a pas de traitement sur une maladie virale qui est redoutée, qui tue un certain nombre de personnes fragiles, etc., eh bien, utiliser un produit connu et donc qui ne pose pas spécialement de problème, c'est justifié. Alors, si vous me demandez mon avis, moi je pense que l'hydroxychloroquine chez l'homme, ça marche pas, ou ça marche très peu. En revanche, l'azithromycine, qui était associée, est un antibiotique qui a des actions antivirales, et beaucoup de nos confrères médecins généralistes utilisent actuellement cette azithromycine avec un certain nombre de succès. Mais ça n'est pas pour autant une preuve d'efficacité. On sent une certaine compréhension. Vous connaissez Didier Raoult ? Oui. Bien. Je le connais. C'est un ami ? C'est un collègue avec qui j'ai échangé suffisamment souvent pour dire que c'est un ami. Vous savez, un vrai ami, c'est pas si simple que ça. Donc non, un ami au sens vrai du terme, non, mais un collègue que nous apprécions, que moi j'apprécie et que je crois qu'il m'apprécie aussi. Tout ça, oui. On sent, pardon, professeur Combien, c'est piégé. On va en parler dans un instant avec Luc Ferry. Il a un regard assez critique sur les scientifiques. Le masque, pas le masque, les avis divers. Cette incroyable guerre entre les pros et les anti-Raoult. Vous l'avez découvert ça vous-même, à quel point votre milieu était divisé, au fond ? Oui, vous savez, je pense que dans tous les milieux professionnels, il y a les pour, les contre, les jalousies, etc. Mais à partir de là, je pense que moi, ce que je voudrais surtout souligner, c'est que dans une période épidémique, qui est automatiquement une période difficile, très difficile, elle est difficile sur bien des aspects, elle est difficile sur des aspects de santé en particulier, eh bien, il y a nécessité de s'unir et d'éviter un petit peu ce genre de querelles, de divergences non constructives. La discussion entre scientifiques est essentielle, mais les querelles qui aboutissent à des difficultés entre les personnes, c'est pas bon. Professeur, merci beaucoup. On évoquait à l'instant Luc Ferry, il sera notre invité dans quelques instants. Les leçons du Covid appliquées ces dernières heures encore. On va notamment évoquer les fermetures d'écoles qui commencent à être décidées. Ce sera l'entretien après la pause. Et l'entretien de cette édition de 20h avec vous, Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir Darius. Ancien ministre, essayiste, philosophe, votre regard sur cette crise du Covid, vous avez signé une tribune au Figaro aujourd'hui encore. D'abord, nos vies qui ont tellement changé. Je marchais dans Paris ce matin en arrivant ici. Tout à coup, quand on se remémore janvier, c'était un autre monde. Quel est le regard que vous portez là-dessus ?
Oui, le confinement, le masque, les tests, tout ça nous a changé l'existence. Maintenant, je ne crois pas du tout à l'idée du monde d'après qui sera complètement différent. Le monde d'après, il sera comme le monde d'avant, simplement il sera plus difficile, il sera moins riche, il y aura plus de chômeurs, il y aura des faillites d'entreprises, et donc on sera obligé de travailler beaucoup. Il faudra rattraper le travail, le temps et l'argent perdu. Donc, bien sûr, on a vécu une période extraordinairement, hors du monde d'une certaine manière. Moi, je suis resté confiné dans mon appartement à Paris avec mes filles pendant 3 mois. C'est extrêmement bizarre. On n'a pas d'équivalent dans d'autres histoires récentes. Je suis plus vieux que vous, mais quand même, voilà, probablement il faut remonter à la période de la guerre pour avoir connu quelque chose d'aussi étrange. Voilà. Il y a des comparaisons qui sont faites. Certains disent le bac 1968, le bac 1940. Ces moments d'anormalité et en même temps la vie continue. Non, moi j'ai passé le bac en 68, donc du coup, je l'ai eu. Trop bien. Pour pas avoir le bac en 68, il fallait faire la demande. Donc évidemment, je l'ai eu. Je me souviens, j'ai eu 16 en philo, donc j'étais très content, très fier, parce que je venais de la campagne et puis je n'étais pas allé au lycée depuis la 3e, donc j'étais heureux d'avoir le bac. Mais enfin, il fallait encore une fois faire la demande pour pas l'avoir. Mais non, 68, c'est l'anti-confinement. On était tous dans la rue. Moi, j'ai toujours été un vieux gaulliste, donc j'étais un peu moins dans la rue que les 68ards, que mon ami Danny Comédic, mais enfin, c'est le contraire absolu de ce qu'on a vécu, puisque c'était dehors. C'était l'effervescence, c'était dans la rue, c'était dans les théâtres, c'était dans les cafés, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. À l'université, tout le monde fumait gauloise sur gauloise. Donc c'était le contraire exact de ce qu'on a vécu avec le confinement. On va parler du bac oui. Bradé, certains disent. On va parler de l'école, des écoles fermées. Mais arrêtons-nous un petit instant encore sur ces leçons de la crise du Covid telles que vous les tirez. Ce qui me frappe d'abord, c'est que vous dites, les politiques, plutôt bravo, ça va à rebrousse-poil de certaines opinions, ils ont choisi la vie. Oui, je pense que pour la première fois, alors ils ont fait beaucoup d'erreurs, c'est pas là-dessus que je reviens, donc l'erreur sur les masques, sur les tests, enfin bon, ça on en a suffisamment parlé, je ne veux pas les accabler. Mais c'est la première fois dans l'histoire des sociétés capitalistes, et peut-être même dans l'histoire tout court, c'est la première fois, et si on compare avec la grippe de Hong Kong 68-69, c'est très frappant, qu'on met la vie et la santé des gens au-dessus de l'économie. Parce qu'on aurait très bien pu confiner, par exemple, région par région. Il y avait, en Bretagne, il n'y avait pas de cas. On aurait très bien pu ne pas, par exemple, confiner la Bretagne. Bon. Mais on a mis la santé et la vie au-dessus de l'économie. Et je crois sincèrement que c'est la première fois dans l'histoire occidentale, peut-être même dans l'histoire tout court, qu'un gouvernement choisit ça. Choisit plutôt la vie et la santé que l'argent. C'est quand même assez étonnant. Alors que sur les scientifiques, vous avez la dent très dure. Vous rappelez avec beaucoup de gourmandise ce que disait M. Salomon sur les masques. Surtout pas de masques, c'était la version avant. C'est la phrase qui est drôle. Alors, et quand vous réécoutez la vidéo de Salomon, c'est une vidéo du 11 mars. Et c'est assez marrant parce que, écoutez, il dit, je vais être clair, avec sa petite voix comme ça, vous savez, avec son côté sérieux, là, je ne vais pas lui faire de mal, c'est pas ça, mais il dit, écoutez, je vais être très clair, il faut surtout pas de masque. C'est pas le type qui te dit, bon, peut-être, les masques, on n'en a pas, il faudrait... Non, surtout, il faut pas de masque. Et puis, il ajoute qu'au final, c'est quand même dangereux, parce qu'on pourrait se croire si on le met mal, et puis si on se sent protégé, bon... Non, il dit, ça n'a aucun intérêt pour le grand public, surtout pas de masque. Bon, c'est une erreur totale. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, il est encore en service, parce que c'est inimaginable, des erreurs pareilles. Alors, on me dira que d'autres ont fait des erreurs aussi, moi, je ne veux pas jeter la pierre, mais c'est quand même catastrophique, parce que probablement, on aurait sauvé des vies. C'est la vieille guerre des lettreux contre les scientifiques. Petite revanche, là, vous constatez que les scientifiques, la guerre pour ou contre Raoult, les différences sur le masque, les scientifiques sont très divisés. Ils sont moins fiables que certains l'espéraient. Et alors, ce qui est très intéressant, il y a un petit texte de David Hume, vous savez, le plus grand philosophe empiriste du XVIIIe siècle, un texte de l'année 1750, s'appelle « L'essai sur le goût ». Et Standards of Taste, en bon français. L'essai sur le goût, et Hume défend une thèse qui est assez amusante à l'époque et qui s'est avérée dans cette affaire de Covid, c'est qu'en vérité, il y a beaucoup plus de consensus sur les grandes œuvres d'art que sur les questions scientifiques. Regardez sur le réchauffement climatique, jusqu'au sein de l'Académie des sciences, les scientifiques se sont empaillés entre eux. Regardez sur l'hydroxychloroquine, sur les masques, sur les tests, sur est-ce que quand on a eu le Covid, on est immunisé ou pas. Les scientifiques se sont embrouillés, alors que tout le monde reconnaît que Mozart, Bach ou Chopin ou Beethoven sont des grandes œuvres, enfin, sont des grands auteurs, ils ont des grandes œuvres. Voilà. Et donc, paradoxalement, on a vu, mais c'est pas nouveau de l'histoire des sciences, c'est comme ça, mais on a vu à quel point l'idée
l'idée que la science, c'est l'objectivité et qu'on est tous d'accord. Non, on s'embrouille entre scientifiques. Il y a une plainte déposée par une association de médecins auprès de l'Ordre des médecins contre Didier Raoult. Voilà, on voit à quel point la haine, la jalousie aussi fait que voilà, on n'est pas du tout dans l'objectivité, on est dans le passionnel pur. C'est une autre image de la science qui n'est pas inintéressante d'ailleurs. Est-ce que ça ajoute au risque d'affolement? On voit à quel point on se disait cet été, voilà, ça a l'air d'aller mieux, et puis là, tout à coup, ça repart de tous les côtés. Le scénario de l'affolement, est-ce qu'il existe encore d'après vous? Il y a le scénario de l'affolement. Alors, il n'y aura pas de confinement à nouveau. C'est pas possible parce que l'économie française n'y survivrait pas. Donc, il n'y aura pas de nouveau confinement. Puis maintenant, on a des masques, on a des tests, on est prévenu. Donc, il n'y aura pas de confinement. Mais il va y avoir de l'affolement. Et le revers de la médaille de l'affolement, c'est le complotisme anti-masque. On va met en des parler pustes, tout à l'heure. voilà. Ça va avec. On voit les fermetures d'écoles. Ça commence. Et puis, c'est inévitable. Est-ce que ça, c'est une part d'affolement? Parce que le virus doit circuler, tout le monde est d'accord avec ça. Il y aura des cas de Covid dans tous les écoles. On ne va pas refermer toutes les écoles. On sent bien qu'il y a une part de... Mais je pense qu'on en fait... Écoutez, il y a 50 000 écoles élémentaires en France. Si on en ferme 200 ou 300, ce ne sera pas la mort. Ouais. Voilà. Mais évidemment que quand il y aura un cas, on fermera les écoles. Là, pour le coup, si j'étais à la place de Blanquer, je ferais la même chose. Je pense que voilà, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a commis, à mon avis, une erreur en n'utilisant pas les lycées et les collèges qui étaient vides pour déconfiner les écoles, parce que c'est ce qui a empêché les gens d'aller travailler. En revanche, aujourd'hui, les mesures qu'il prend sont les bonnes. Là, il a tout mon soutien. Aujourd'hui, je suis tout à fait de son côté. Il ne fallait pas retarder la rentrée. Mais en revanche, s'il y a des pépins dans un collège, un lycée ou une école, il faut évidemment les fermer et puis faire ce qu'il faut. Luc Ferry, je reviens à votre tribune du jour. C'est frappant. Dites-vous combien les idéologues en tout genre se sont jetés sur cette crise. Extrême droite, extrême gauche, en disant... Et d'autres, en disant, voilà, c'est notre moment. Oui. Alors non, mais les vautours... Alors, le pire, c'est pareil, c'est embêtant quand les gens ne sont pas là, on est à la télé, on cite des noms, c'est toujours gênant. Vous savez très bien dire du mal des gens qui ne sont pas là. Il y en a eu 2 déjà, je crois, là, dans votre... Oui, mais bon, vous m'y obligez. Allez-y. Voilà. Non, quand Nicolas Hulot a dit c'est un ultimatum que nous adresse la nature, on peut pas dire une bêtise plus colossale, c'est absurde, ça n'a aucun sens. C'est vraiment une crise sanitaire, pas une crise... Ce sera notre invité dans quelques jours. Il a été ramassé par le prof de chimie du Collège de France qui a dit mais cette récupération est absurde, surtout quand vous voyez d'où c'est venu. Parce que c'est venu de marchés chinois. Moi, je connais bien la Chine. Quand vous allez dans les marchés chinois, vous voyez... D'ailleurs, c'est un spectacle, moi, qui me débecte parce que j'aime les animaux. Mais vous voyez ces petites civettes adorables qui s'entassent vivantes dans des cages insalubres, les chauves-souris, les rats. Vous voyez des gens qui bouffent des musaraignes vivantes. Avec des baguettes, ils les trempent dans la sauce de soja, ils les bouffent vivantes, en rigolant. Oui. Et donc, on sait très bien que c'est tout sauf la mondialisation libérale, c'est totalement archaïque et c'est en même temps un pays communiste, c'est pas un pays libéral. Donc dire c'est la mondialisation libérale, comme l'a dit Hulot, ça n'a aucun rapport. On sait très bien que, juste un point, parce que j'entends déjà les gens qui disent « Ah oui, mais les avions, etc. » Non, c'est pas ça. Il a suffi de 3 bateaux pour que la peste noire décime 30% de la population européenne au Moyen-Âge. Est-ce que le scénario existe que certains extrémistes gagnent, parce qu'à la fin, quand même, on a vu des crises où, finalement, les extrêmes gagnaient, les extrêmes droite ou extrêmes gauche après la crise de 29. Oui. Est-ce que ce scénario existe déjà, d'après vous? Pas à cause du Covid, parce qu'en fait, sur des questions comme ça, de sanitaires et de crise sanitaire ou sur des questions de guerre, le président en place... on tire les marrons du feu pour lui, pour parler correctement le français. Et donc, il en profite généralement. En revanche, le vrai problème aujourd'hui en France, je vous le dis très clairement, je le dis et je l'ai dit ici X fois, le vrai problème, c'est que comme les partis de gouvernement traditionnels, la gauche démocratique et la droite républicaine sont complètement dans les choux, ils sont pratiquement inexistants. Et donc, même, ils sont totalement inexistants, disons-le franchement. Pour l'instant, il n'y a pas de leader, ni d'un côté, ni de l'autre. Bon. Et donc, peut-être il y en aura, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, la seule alternance possible aujourd'hui, c'est avec Marine Le Pen, il faut être clair, c'est évident. Donc la possibilité est là, d'après vous? Hollande l'avait dit. Hollande, on peut ne pas aimer sa politique, mais Hollande est tout sauf idiot, et notamment en politique, sur le plan strictement politicien. Il avait dit très clairement que pour la première fois, l'accession de Marine Le Pen à l'Élysée n'est pas inimaginable. Voilà. Et je pense de toute façon, j'ai un pari là-dessus avec mon camarade Danny Cohn-Bendit, je pense que Marine Le Pen fera de toute façon un score très important à la présidentielle et qu'on sera obligé d'en tenir compte. Qu'est-ce qu'il a parié, lui?
Il a parié que c'était impossible et que ce serait Macron qui gagnerait, évidemment. Mais comme c'est son pote, ça ne veut rien dire. Mais je pense pas à la victoire de Marine Le Pen, c'est pas ça que je parie, mais je pense qu'elle fera 47 ou 48%. Et surtout, je pense que c'est une analyse de fond, c'est pas une question comme ça de politologie, de politique bête, c'est pas ça. Je pense que dans l'état actuel de la France, la seule alternance possible, c'est avec elle. Quand les partis de gouvernement sont morts, on a le centre et les extrêmes. Et quand vous regardez dans toute l'Europe, les extrêmes finissent par gagner. En Italie, en Hongrie, en Grande-Bretagne, et puis aller plus loin, au Brésil, Bolsonaro, aux États-Unis, Trump. Et donc, au fond, les populistes finissent toujours par l'emporter contre les centristes. Luc Ferry, votre regard de philosophe, d'ancien ministre aussi, c'est une année scolaire tellement inouïe. Toute leur vie, les bacheliers, on les mentionnait, mais tous les autres, les enfants se souviendront de l'heure 2020. Oui. Est-ce que ça a été, scolairement, d'après vous, une année massacrée ? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas grave. Je sais que je suis complètement à contre-courant, je vais me faire tuer, mais je pense que c'est pas grave. Vous savez, moi j'ai fait mes études par correspondance toute seule depuis la classe de 3e, et donc je crois que voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que ça accentue les inégalités sociales. Selon que vous avez des parents qui peuvent vous aider à travailler ou même vous forcer à travailler et vous aider en même temps, ou selon que vous êtes complètement perdu parce que vous avez des parents qui sont eux-mêmes perdus scolairement, c'est évidemment ça accroît les inégalités sociales, ça c'est vrai. Mais sinon. C'est pas. Vous savez, c'est horrible ce que je vais dire, je ne devrais pas le dire, mais quand vous regardez ce qu'ils savent vraiment au niveau du bac, de toute façon, ce qu'ils ont appris, c'est pas colossal. Ouais. C'est pas si colossal qu'on puisse dire que 3 mois perdus, c'est une catastrophe absolue, c'est pas vrai. Parlons-en du bac. Ouais. Quand on voit les chiffres de cette année, on va rappeler l'évolution parce que c'est quand même très, très spectaculaire. 2020, voilà, on en est là. Quand on remonte le temps... On est à 95%, 97%. Voilà, 96. En 1980, 64%. Oui. Très franchement, sans être réactionnaire, la question se pose. C'est vous qui le seriez. C'est vous qui le seriez. Est-ce que le bac a été bradé ? Mais ça fait des années qu'il est bradé. Hors Covid, dans les filières générales, on était à 92%, je crois, l'année dernière. Donc, de toute façon, moi, je suis absolument pour la quasi-suppression du bac, pour le contrôle continu. Il faut garder 2 ou 3 épreuves symboliques, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un examen. Et il faut... pardon, quel est le sens de ça ? Quel sens ça garde ? C'est d'éviter que... D'abord, parce que, soyons clairs, il y a aussi des questions financières. Le bac, ça coûte entre 2 et 4 milliards d'euros. Donc, pour le donner à tout le monde, autant le donner au berceau. Bon. Donc, à 92%, ça ne sert plus à rien. Et deuxièmement, il y a un vrai enjeu, et là, je suis sérieux, c'est que si le bac est complètement bradé, les universités ont une pente inévitable, c'est de restaurer un examen d'entrée à l'université parce qu'ils disent les mots n'ont pas le niveau. Voilà. Quand vous étiez ministre, est-ce qu'il y avait une pression ? Est-ce que ces chiffres ont un sens politique de dire voilà, il faut pousser, il faut aller à... Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une thèse, encore une fois, plutôt complotiste. C'est pas vrai. C'est simplement que, au fond, j'aime pas le mot laxisme. Il est très connoté à droite. C'est pas ça. Mais comme ces gamins qu'on voit là, ce sont nos enfants, on n'a pas envie de les coller, on n'a pas envie de les empêcher d'aller à l'université, tout simplement. Donc on se dit bon, allez, vas-y, va. Puis ils sont mignons, ils sont gentils, on les aime bien, c'est nos enfants. Bon, et donc on a laissé filer le bac. Le gros inconvénient, encore une fois, c'est que moi, j'ai enseigné à l'université pendant pratiquement toute ma vie, c'est qu'on voit arriver des enfants en première année d'université qui n'ont absolument pas le niveau. Et donc, c'est pas leur rendre service. Du coup, vous avez un échec, vous avez 40% ou 45% d'échecs dans les premières années, ce qui n'est pas leur rendre service. Donc, on ferait mieux de remettre du contrôle continu, puis 2 ou 3 épreuves un peu dures, et leur dire, bon, c'est pas grave, tu redoubleras, ou même tu tripleras, mais il faut que tu aies le niveau avant d'entrer à l'université. Sinon, tu perds ton temps, tu fais perdre ton temps aux autres, et en plus, tu seras collé en première année, en deuxième année. Donc, je pense qu'il faut rétablir une vraie sélection au niveau du bac, peut-être revenir à un bac à 60 ou 65%, quitte à ce que, dans le redoublement, on organise les choses plus intelligemment qu'aujourd'hui. Luc Ferry, vous êtes une espèce en voie presque de disparition, en tout cas très indépendant. Quand on regarde votre positionnement politique, alors vous étiez filloniste.
Pardon ? Vous étiez filloniste ? Filloniste, non, mais Oui. j'ai voté pour Fillon. Filloniste, ça veut rien dire, mais j'ai soutenu Juppé et Fillon dans la primaire. J'ai soutenu Juppé d'abord, Fillon ensuite, et donc c'est pas un mystère. Moi, je suis un vieux gaulliste, donc je suis totalement républicain, étatiste en politique et totalement libéral en économie. Point final. Totalement libéral en Oui. économie, Ah oui, j'y viens. beaucoup C'est là plus où que- on est frappé de voir comme en France, Ouais. aujourd'hui, Oui. c'est une espèce rare, Oui. et on le constate aujourd'hui encore Oui. avec la Oui. nomination de François Bayrou au plan. Oui. On en parlait hier déjà. Ah, ça vous fait rire. Le Ah oui, nom ça me même, fait rire, le oui. nom même vous fait rire. Pourquoi ? Parce que, écoutez, François Bayrou, c'est un ami, je le connais depuis... C'est le parrain de votre fille. C'est le parrain d'une de mes filles, donc voilà. Mais ça me fait rigoler parce que c'est voilà. Alors je comprends très bien Ça qu'il y vous ait fait une rigoler, pardon. Ça sert à quoi ? Alors, on verra. Ah. Il a l'élégance de refuser toute rémunération. Donc déjà, c'est à la fois l'élégance et l'habileté, c'est les deux. Et c'est évidemment, ça désamorce les critiques faciles. Bon, maintenant, Vous me disiez c'est une blague. Politiquement, on n'est pas des naïfs, on sait très bien que politiquement, ça veut dire que Macron a absolument besoin du MoDem et qu'il ne veut pas se fâcher avec le président du MoDem et qu'il faut quand même le caresser dans le sens du poil. C'est Il garde la un fer première au chaud. chose. C'est 95% de l'opération, soyons clairs. Maintenant, pour le reste, ça dépend de ce que fera Bayrou et de ceux avec qui il va travailler. Moi, si j'étais à la place de Macron, j'aurais nommé quelqu'un comme Pierre Nora. J'aurais nommé quelqu'un comme Pierre Nora, un très grand historien, et quelqu'un qui a été capable, dans la revue Le Débat, de s'entourer de grands scientifiques, de grands économistes, de grands historiens, etc. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens qui connaissent aussi les nouvelles technologies, les sciences surtout. Et c'est pas la tasse de thé de Bayrou. Donc maintenant, il va avoir un entourage. Il n'est pas payé, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Et ensuite, on verra ce qu'il fait. Est-ce que c'est une forme de constance française ? Il y a cette page célèbre de Chateaubriand, il dit au fond les Français n'aiment pas la liberté, ils disent qu'ils aiment la liberté, ils aiment l'égalité. Mais la liberté, l'idée de la vraie liberté, notamment économique, ça n'a jamais vraiment... Il n'y a pas de libéralisme, il n'y a jamais eu vraiment de libéraux économiques en France. On a eu des grands libéraux politiques comme Tocqueville ou Constant. On a eu quelques libéraux économiques célèbres, mais ils n'ont jamais eu d'influence, ni parmi les ministres comme Madeleine, ni parmi les grands intellectuels. Il n'y a pas de grands intellectuels libéraux qui aient eu la moindre influence sur la vie politique en France. Est-ce Et qu'Emmanuel vous qui venez de la Macron... Suisse, c'est exactement le contraire. La Suisse est un pays ultra-libéral. D'ailleurs, il a 3% de Il y a des chômage. Suisses dans tous les... Non, il a 3%. Il n'a même pas. C'est pas le sujet. Non, mais Salutations aux attendez, Suisses, mais c'est pas le c'est sujet. pas pour vous agresser, parce que c'est Non, un pays non. que j'adore absolument. Mais ils sont à 2 de chômage, quand même. Oui, Il un faut... peu plus, non, mais enfin, à ils sont 2,5 beaucoup en tout moins. cas, ils sont en dessous de 3. Luc Ferry, je Ça vous reviens à ma gêne, question. Bien sûr, c'est pas moi qui suis interviewé. Est-ce que Emmanuel Macron est dans la tradition de cela ? On l'attendait libéral, l'est beaucoup pas. l'attendaient libéral, Non. et on l'a vu dans cette Non. crise du Oui. Covid, l'État, Oui. des mots très forts sur la Oui. guerre, sur l'engagement de l'État, contrairement aux Allemands qui avaient une gestion beaucoup plus sanitaire. Oui. C'est la logique. Non, il y a une vraie excuse à ça, c'est que si vous voulez, pour parler comme les économistes, dans les périodes de crise, comme en 1929, Keynes a raison. C'est-à-dire que si on ne soutient pas l'économie, donc c'est une politique keynésienne, donc c'est une politique de gauche. Donc ça veut dire que l'État intervient pour soutenir l'économie, pour aider les chômeurs. Pourquoi il le fait ? Et il a raison de le faire. C'est parce que s'il ne le faisait pas, les entreprises qui feraient faillite ne pourraient pas repartir. Et donc, on serait dans une situation bien pire après qu'avant. Donc, en période de crise, Keynes a raison, si je puis dire, contre Schumpeter. D'une manière générale, Schumpeter a raison. C'est l'innovation qui tire la croissance et l'emploi. Mais en période de crise, il faut soutenir l'économie. Et là, le plan de relance, on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, toute l'Europe le fait. Avec Macron, il n'est pas original en l'occurrence. Donc, ce n'est pas une politique libérale, mais c'est parce qu'on n'est pas dans une situation où une politique libérale serait performante. Vous êtes dans cette catégorie, on entend moins le mot maintenant, les intellectuels. Oui, Hein, je ne suis Dieu- pas un intellectuel, moi, du tout. Dieu sait si ça a Oui. existé en Oui. France, avec Oui. tous les excès des intellectuels engagés dans des Oui, oui. causes souvent indéfendables. Oui. Où est-ce qu'ils en sont, les intellectuels, aujourd'hui ? Ah, mais moi, j'en fais pas partie. Attends, Alors, donc c'est pas votre que je sois regard sur les intellectuels. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi j'en fais pas partie. Parce que, en fait, le mot intellectuel qui est inventé par Saint-Simon, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est Saint-Simon l'inventeur du mot. C'est pas dans l'affaire Dreyfus qu'il apparaît comme substantif. Il est déjà chez Saint-Simon, donc bien avant, donc dans les années 1840, 1830 même. Et donc, d'une manière structurelle, l'intellectuel est de gauche.
il est forcément de gauche. Pourquoi ? Parce qu'il est critique à l'égard de ce que Hegel appelait la positivité du temps présent, c'est-à-dire le réel tel qu'il est, tel qu'il va. Et donc l'intellectuel, il est d'abord et avant tout de gauche en France, c'est Sartre, c'est Foucault. Maurras, il y a eu beaucoup d'intellectuels de droite, non ? Non, ça a complètement disparu dans l'après-guerre. Ouais. Si on parle de notre génération, enfin je suis plus vieux que vous, mais de notre génération à nous, dans l'après-guerre, l'intellectuel est forcément de gauche. Il est anticolonialiste et il est anti-fasciste, évidemment. Donc il est forcément de gauche. Et ce qui est très frappant, c'est que tous les intellectuels de droite ont disparu dans l'après-guerre. Edgar Morin est communiste, Michel Foucault est communiste, Derrida est crypto-communiste, Althusser, n'en parlons pas, etc. Même François Furet, mon ami, est communiste, Leroy Ladurie est communiste, etc. Et donc tous sont à gauche. Le seul qui résiste, c'est Aron, mais Aron est juif et il est social-démocrate en vérité. Donc c'est pas du tout un type de droite en vérité. Il est un peu quand raisonnable. même quelques grands intellectuels de droite libérale, Jean d'Ormesson et beaucoup C'est le d'autres. seul. Hein, on a l'impression que c'est le seul. Voilà. Jean Do, c'est le seul. Le nombre s'est beaucoup réduit. Et vous citez Jean d'Ormesson, c'est vraiment le seul. D'ailleurs, c'était vraiment quelqu'un pour qui j'avais énormément d'amitié, d'affection, comme tout le monde en France. D'ailleurs, tout le monde l'aimait. Moi, je l'aimais particulièrement. On a eu la chance, moi, j'ai eu la chance de beaucoup parler avec lui, de le rencontrer à plusieurs reprises et puis d'avoir des vraies conversations avec lui. Mais c'est vraiment, pour moi, le seul intellectuel. Avec Aron, c'est le seul intellectuel. Mais c'était pas la droite, c'est pas la... libérale. C'est la droite libérale et intelligente. C'est pas... Aujourd'hui, les intellectuels qui marquent souvent sont anti-libéraux à droite ou à gauche. Un Zemmour, un Piketty, dans les deux. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Zemmour est un journaliste, c'est pas un intellectuel, ça n'a rien à voir. Donc Quel succès, autre chose, objectivement, qu'on soit pour ou contre lui, succès. Ah ben succès colossal, mais non, moi je parle, ça représente d'après vous ? Ce que j'appelle intellectuel, enfin maintenant pour moi ce sont d'abord et avant tout les intellectuels, ce sont des gens qui ont une œuvre. Foucault a une œuvre, Furet a une œuvre, Leroy Ladurie a une œuvre, etc. Edgar Morin, si on veut aussi, d'une certaine manière. Bon, donc ce sont des gens qui ont écrit des livres, qui ont des œuvres. Bon, là je parle pas de quelqu'un qui intervient dans les médias, c'est pas une critique, ce que je fais c'est un constat. Bon, et donc les intellectuels en France sont de gauche, structurellement si je puis dire. Les intellectuels de droite sont l'exception qui confirme la règle. Et moi, je ne me pense pas du tout comme un intellectuel, mais ce qui m'intéresse, c'est la philosophie. C'est pas d'intervenir comme moraliste sur la Bosnie ou je sais pas quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. Je signe pas de pétition, quasiment jamais. En tout cas, s'il y a une sorte de férisme, je ne sais pas quel modèle il y a, vous citez Ulysse, vous citez Homère et l'Odyssée, vous dites souvent Ulysse, c'est bien ça. Le malin, le modéré. C'est un maître pour tous les temps, pour le nôtre aussi. Modéré, non, c'est l'homme aux mille ruses, c'est-à-dire que Ulysse, c'est celui qui a le courage d'aller voir les autres. Quand il arrive sur l'île des Cyclopes, par exemple, de l'abominable Polyphème, Ulysse dit à ses marins, qui sont d'ailleurs très inquiets quand il leur dit ça, il leur dit « Je voudrais aller voir si ce sont des monstres ou des mangeurs de pain ». Mangeurs de pain, ça veut dire des humains chez les Grecs, hein, donc des gens qui font cuire le pain, le cru et le cuit. Et donc, il a cette curiosité pour les autres qui fait qu'il a une séduction extrême, je ne dis pas du tout que c'est mon cas, mais il a une séduction extrême parce qu'il a ce que Kant appellera plus tard la pensée élargie. C'est-à-dire, il a voyagé, il a appris, il a connu la guerre, il a connu la mort, puisqu'il est allé dans les enfers, il en est revenu. Et donc, c'est quelqu'un qui a extraordinairement enrichi son horizon. Voilà, il a la pensée élargie. Ce n'est pas un individu borné, ce n'est pas quelqu'un qui est rivé au local, comme voudraient les écologistes aujourd'hui, qu'on soit rivé au local. Non, il a élargi l'horizon. Et c'est pour ça que pour moi, oui, c'est un modèle, évidemment. C'est un sage grec, d'une certaine manière. Il y a une séduction, Ferry. Ça marche, hein, vos livres, hein, les audiences, paraît-il. Vous en inquiétiez en arrivant ici. Quand on met Luc Ferry sur un plateau, ça attire du monde. La philosophie, il y a une demande de philosophie. Vous faites des conférences en ligne, etc. Ça répond à quoi, d'après vous ? Écoutez, je pense que le monde est devenu extrêmement difficile à comprendre pour une raison qui est structurelle, c'est qu'il est, pardon pour le mot, mais il est polyarchique, c'est-à-dire qu'il y a plein de vecteurs. Il y a 3 millions d'entreprises en France, il y a des centaines de millions d'entreprises et de laboratoires dans le monde, donc vous avez plein de petits vecteurs, et la résultante, ça s'appelle l'histoire, personne ne la voit. Et donc dans ce contexte-là d'opacité quasi absolue de l'avenir, les gens ont besoin d'histoire et de philosophie. En fait, c'est les deux grandes disciplines à mes yeux, histoire et philosophie. Et j'ai écrit un livre, Apprendre à vivre. Il s'est vendu, je ne devrais pas le dire, mais beaucoup, je ne sais pas de vous donner
donner le chiffre, ça serait prétentieux, mais je pense que c'est parce que on est dans une période où on a besoin d'une nouvelle Aufklärung, d'un nouvel âge des Lumières, parce que, y compris dans les entreprises, je vois les chefs d'entreprise sont très inquiets. Alors, ils prennent souvent des coachs, à mon avis, ça sert absolument à rien, c'est même une erreur, mais il y a cette volonté d'être rassuré sur l'avenir, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et ça, je pense que histoire et philosophie, c'est ce qui manque absolument à nos dirigeants politiques. Ils ont comme seule compétence la sociologie électorale, en gros Sciences Po, quoi, voilà. Et donc, c'est pas du tout suffisant. Ils sont nuls en sciences et ils sont quasiment nuls en histoire, sauf exception, évidemment, des gens comme Védrine, mais enfin, il est plus aux affaires. Mais voilà, c'est histoire et philosophie et science. Voilà. C'est vraiment ce qui manque à nos politiques pour naviguer avec conscience. Alors, je ne suis pas sûr que Bayrou, au plan, maîtrise tout ça, mais il faudra voir avec qui il travaille. Il y a une certaine identité entre vos idées et votre personne, le côté libre, libéral. Vous aimez la belle vie, les belles voitures. Non, les belles voitures, c'est parce que mon papa était constructeur de voitures de course et que c'est resté comme ça. Mais bon, j'ai pas les moyens d'avoir des vraies voitures de luxe. Mais enfin, mon père fabriquait des voitures de course. C'était un très grand pilote avant-guerre. Il a été un des 3 plus grands pilotes français avant-guerre. Bon, il fabriquait ces voitures de course qui étaient absolument magnifiques. Et donc, ça m'est resté comme un souvenir, comme une attache à l'enfance. Voilà. C'est quand même un peu votre côté homme de droite. Voilà, on se laisse vivre comme on veut. Hein, chacun. Pas comme on veut, pas du tout. Oh là là, je travaille 10 heures par jour. Vous savez, je crois que j'ai écrit pas loin de 200 livres. Alors, si je me laissais vivre, je ne ferais pas ça. J'ai passé 2 agrégations et un doctorat d'État. Pardon, vous m'obligez à me vanter bêtement, ce qui était parfaitement ridicule, j'en ai conscience. Mais c'est pour vous dire que voilà, j'ai passé 20 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands, notamment dans la Pléiade. Donc non, je ne me laisse pas vivre. Mais il y a une phrase de Baudelaire que j'adore, où il dit finalement, j'ai Travailler compris... est plus amusant que s'amuser. Exactement. D'où vous savez ça? Personne ne sait ça. Vous êtes très flatteur. Vous êtes très flatteur, mais très vachard aussi, Luc Ferry, parce que si on monte le fil de l'entretien, vous avez flingué. Arrêtez, je n'ai pas flingué personne. Si, vous avez flingué Bayrou, vous avez flingué quelques autres, non? Non, quasiment personne, non, je suis pas... C'est pas ça, c'est simplement que... Qu'est-ce que vous voulez? On entend tellement de langue de bois ou de langue de caoutchouc sur les plateaux de télévision que, comme je ne demande rien à personne, que je ne suis en quête de rien, j'ai pas besoin d'un poste, je m'en fiche complètement. Comme je ne demande rien à personne, j'ai cette chance extraordinaire de pouvoir parler librement, point final, c'est tout. Donc pourquoi voulez-vous que j'essaye de ménager la chèvre et le chou? Je dis ce que je pense. Quand je discute avec mon camarade Danny Cohn-Bendit ici même, on s'envoie parfois des caisses, des vacheries, mais voilà, on parle librement, lui aussi, il est assez libre. Luc Ferry, restez avec nous. Votre regard sur l'histoire, c'est la chronique Histoire, c'est la chronique aussi des réseaux sociaux avec les vérificateurs. Et vous allez réagir à Samira El-Gadir et à Cyrielle Lemoine qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Vous savez que c'est une marque de fabrique de l'émission de parler d'histoire. Voilà, je fais les présentations réciproques. Ah, vous ne vous connaissiez pas, vous connaissiez déjà Marlène Schiappa, mais pas encore Luc Ferry. Non, comme quoi. Commençons par l'histoire, parce que vous évoquiez ça tout à l'heure, le souvenir de la grippe de Hong Kong. C'était un autre monde, et on va revoir cette archive. C'est un reportage signé de Thibaut Malandrin. Quelques mois après les événements de mai 68 et en plein boom économique, la grippe, ces malades et ces morts ne passionnent pas les foules. Et les Français font confiance à la science et à leur défense immunitaire. Nous sommes une famille où nous avons des carcasses de fer. Nous ne prenons jamais rien. Autrement dit que nous sommes invulnérables. De toute façon, si on l'a, ben on l'a. On peut rien y faire. La presse en fait peu l'écho. Et jusqu'à l'Institut Pasteur, les scientifiques se veulent rassurants. Il n'y a pas lieu de s'affoler, parce que cette épidémie évoluera probablement comme une épidémie saisonnière assez banale. Pourtant, là encore, les malades se comptent par milliers, des écoles sont fermées et les transports perturbés. Le bilan sera lourd. 1 million de morts dans le monde, dont plus de 30 000 en France. Une épidémie qui suscitera longtemps l'indifférence générale, au point de devenir la grippe oubliée. Cyrielle Lemoine, vous avez le regard de l'historienne, journaliste et historienne. C'est fascinant de voir à quel point, oui, c'était un bilan inouï. Et complètement passé sous silence, puisqu'il n'y a pas de décompte officiel. Il faudra attendre 2003 pour que des scientifiques se penchent sur la question en ressortant les fiches de mortalité de l'INSERM. Il n'y a pas de bilan officiel, il n'y a aucun confinement, pas de réaction réellement officielle. On voit que les gens prennent ça un petit peu à la légère. Pourtant, le bilan est très lourd. Il est équivalent au bilan de la Covid aujourd'hui.
en France en tout cas. Avec Nicolas Conter, notre chef d'édition, on cherchait désespérément des traces. Elles sont là, c'est quelques petits articles de presse qui sont assez difficiles à retrouver. C'était vraiment presque l'indifférence. C'était presque l'indifférence. Là, on a vu dans votre archive une scientifique de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, qui dit que bon, c'est une petite grippette. On a un rapport à la mort qui est très différent en 68. Et puis on est sur l'idée du progrès. On envoie un homme 69 marcher sur la Lune. La vaccination fait des miracles. On promet de repousser la mort toujours plus. Voilà, donc une grippe après tout. Ça, c'est une démonstration. Je suis heureux de vous entendre, parce que c'est exactement ce que je pense et ce que j'ai écrit aussi. Ça montre à quel point notre rapport à la mort a changé. Il a changé pour une raison de fond, c'est qu'en 68, il y a encore au moins 70% de catholiques fervents en France. Aujourd'hui, on est à 40%. Et il y a 4% de Français vont régulièrement à la messe le dimanche. Je pourrais vous donner les chiffres du nombre de prêtres, c'est extraordinaire la diminution du nombre de prêtres depuis les années 50. Et donc le rapport à la mort a complètement changé pour deux raisons que j'indique, mais ça mériterait un livre entier. Mais très très brièvement, la première raison, c'est que les grandes religions, et notamment la religion catholique pour les Français de souche, les enfants de Clovis, comme il ne faut pas dire, eh bien ces grandes religions, la grande religion chrétienne, c'était au fond la promesse que la mort n'est qu'un passage et qu'on va retrouver après la mort ce qu'on aime. C'est la résurrection de Lazare, la promesse du Christ. L'amour est plus fort que la mort. Une promesse magnifique quand on y croit, mais les gens n'y croient plus beaucoup. Et donc on était protégés par les filets de sécurité de la religion. Et puis le deuxième motif, c'est que dans l'amour des enfants, à cause de l'histoire de la famille moderne et du mariage d'amour, a progressé aussi de manière exponentielle, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à la fois plus aimant, si je puis dire, plus amoureux au sens large de ses enfants, des gens qu'on aime, de ses amis, et moins protégés, donc beaucoup plus angoissés face à la maladie. Et là, c'est vrai que c'est fascinant de voir à quel point 30 000 morts d'un côté, 30 000 morts de l'autre. J'ai retrouvé un article du Monde où il dit c'est une grippette sans importance. Ne vous affolez pas. Le rapport à la mort a complètement changé. Oui. Deuxième souvenir historique qui fait quoi aujourd'hui, c'est évidemment crise 1929. Tout le monde a en mémoire ces images de soupe populaire. À l'époque, il y avait presque rien. Il n'y avait presque rien. L'État ne prenait pas en charge ce genre d'incident très grave. On rappelle que pour les États-Unis, un actif sur 4 est au chômage. En France, donc, on est à 340 000 personnes chômeurs. C'est rien par rapport à aujourd'hui, mais c'est un cataclysme pour l'époque. Effectivement, rien n'est prévu pour prendre en charge cette pauvreté. La réponse, quand même, on voyait Roosevelt avec le New Deal, avec une sorte d'effort de relance. Vous parliez tout à l'heure de la logique keynésienne. Ça existait, mais ça a été très peu de choses et très peu coordonné. On revient au début de l'émission où là, ça a changé visiblement. Très tardif, oui. Au départ, en 1932, les États-Unis baissent la dépense publique de 25%. Donc il faut attendre Roosevelt et le New Deal pour qu'il y ait un vrai sursaut et faire relancer l'économie. Ça se fera très tardivement. En France, c'est pareil. On va, en 1935, baisser de 10% la dépense publique. Un visage encore qui résume cette époque-là, c'est le visage de la fameuse mère Courage. C'est un peu plus tard, c'est 1936, c'est cette mère américaine avec ses 2 enfants, qui nous regarde à travers le temps. C'était un autre monde, Luc Ferry. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la mère migrante, c'est le nom de la photo. La photo est magnifique, on la connaît. Mais oui, je pense que la grande différence avec 1929, c'est qu'on a fait, nous, tout de suite, c'est toute l'Europe, c'est pas la France, on a fait une politique keynésienne immédiatement, donc une politique de soutien à l'économie, au chômage, aux chômeurs, donc extrêmement coûteuse, mais à mon avis, on a eu raison de le faire. On a mis la vie au-dessus de l'économie, d'une certaine manière, mais malgré tout, en termes d'économie, c'est à terme très rentable, même si la dette va être colossale et la récession aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc c'est la grande différence. Le deuxième enseignement de cette comparaison, c'est qu'on s'aperçoit qu'une crise économique, ça peut être aussi mortel qu'une crise sanitaire. Ça a tué beaucoup de gens. La misère. Vous vous souvenez de ce film sublimissime, Les raisins de la colère ? C'est avec Henri Fonda, c'est un film absolument génial, bouleversant, à pleurer, où on voit cette misère de la crise de 29 et ça a tué les gens. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui, on ne peut pas se payer un deuxième confinement parce que ça tuerait autant de gens qu'il y aurait plus de misère encore qu'avec le Covid. Merci Cyrielle Lemoine. Le regard de l'histoire, votre magazine, ça m'intéresse l'histoire et évidemment on vous retrouvera sur ce plateau. L'autre éclairage, c'est l'éclairage des réseaux sociaux. Luc Ferry, vous parliez tout à l'heure des complotistes. Vous, Samira El Gadir, vous scrutez, ce sont les vérificateurs pour TF1 et LCI, les complotistes notamment. Vous les confrontez, la théorie et la réalité. Les anti-vaccins, ces dernières heures encore, la crise du Covid, les surexcitent. Oui.
Oui, on peut le dire. La première rumeur, la rumeur qui est insistante, un peu la ligne directrice, c'est que les vaccins seraient obligatoires. C'est l'idée finalement qu'on nous imposerait le vaccin avant même sa fabrication pour nous contrôler, pour enrichir l'industrie pharmaceutique. Les adeptes sont très nombreux sur les réseaux sociaux notamment. Je vous ai fait un petit florilège. Regardez ce message notamment sur Facebook qui nous dit que le seul but du coronavirus, c'est de rendre le vaccin obligatoire. L'enjeu est colossal avec la participation de l'OMS et de Big Pharma. On en a un autre, si on peut le voir, qui décline les lettres du Covid. Complot organisé visant à instaurer la dictature. Il y a même des groupes dédiés à cette question des vaccins obligatoires. Alors, la vérification, elle est simple quand même, Darius. La loi, elle est très claire. Il y a 11 vaccins obligatoires aujourd'hui en France qui concernent surtout les enfants. Et la Direction générale de la santé nous rappelle que les injonctions de santé de soins sont interdites en France. Des groupes très organisés, oui, avec là aussi des rumeurs disant on doit se préparer à la résistance, et ils sont en train de faire tourner ça. C'est ça, donc ça c'est la dernière trouvaille. On a vu plein de choses passer, des références à la loi, des textes, etc. Et la dernière trouvaille, c'est cette lettre qui nous permettrait, une lettre type qui permettrait aux parents de refuser que leurs enfants soient vaccinés à l'école. Plus de 7000 partages quand même en quelques jours. Le problème, c'est que non seulement ce document est faux, mais en plus il est inutile, d'abord parce qu'on le rappelle, il n'y a pas de vaccin aujourd'hui validé contre le coronavirus, et puis surtout, on ne vaccine pas les enfants comme ça à l'école. C'est l'autorité parentale qui fait référence. L'école n'est pas un établissement de soins, mais un lieu de vie, nous disent les infirmiers scolaires. Elle peut prodiguer quelques soins, mais tout cela est encadré en fait. Donc, on ne parle pas seulement de certains milieux marginaux. Il y a ce sondage YouGov, il a été réalisé fin août. 1 Français sur 3 à peu près refuserait de se faire vacciner. Quand on voit ce chiffre, on voit à quel point ça circule, à quel point ça a de l'effet. Qui sont les têtes d'affiche de ce mouvement ? Alors, il y a une star mondiale des anti-vaccins, c'est Robert Francis Kennedy Jr. Je sais pas si... la famille. Voilà, exactement. C'est le neveu de l'ancien président, célèbre avocat, homme politique américain, mais surtout, il n'hésite pas à parcourir le monde pour dire tout le mal qu'il pense des vaccins. La semaine dernière, il était à Berlin, vous le voyez sur cette photo. Il a repris la formule de son oncle, Ich bin ein Berliner, prononcée en 63 contre le totalitarisme. On peut également citer, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, le mouvement conspirationniste QAnon. Donc le Q, qui fait référence à un rang dans l'armée américaine, et Anon pour anonyme, donc qui fait référence aux blogueurs anonymes qui ont lancé ce mouvement conspirationniste. Ça peut faire sourire, mais en réalité, ils sont très influents aux États-Unis. Ils sont partout, dans les meetings de Donald Trump. Un ex-conseiller du président leur a même prêté serment sur Twitter. On va le voir. En revanche, en France, le mouvement n'est pas si organisé que ça. En fait, on est en tout cas, c'est moins structuré. Il y a une convergence des luttes. On les voit notamment chez les Gilets jaunes, où on parle de vaccins et de Bill Gates en même temps que la réforme des retraites. Finalement, ces anti-vaccins, ils rassemblent du monde, des militants libertaires, des anarchistes, des gens d'extrême droite. Le point commun, finalement, c'est le côté anti-système et le refus de l'ordre établi. Comment vous expliquez ça, Luc Ferry ? Les succès, quand même, quel succès Il y a des stars en France qui ont pris aussi parti contre le vaccin, qui ont dit non à la 5G, non au vaccin, non à Bill Gates, et on veut nous vacciner pour nous implanter des puces, et nous surveiller, nous fliquer. Donc ça, je ne vais pas citer de nom, parce que ça j'en ai cité assez, vous allez m'engueuler après, en me disant que je dézingue à tout va, mais il y a une actrice très connue, il y a un écologiste très connu, notamment, qui reprennent ces thèmes-là. Et donc, je pense que c'est... pourquoi c'est grave ? Parce que le vaccin, ce n'est pas une affaire individuelle. Quand vous ne vous vaccinez pas, vous mettez aussi les autres en danger. Donc c'est un problème collectif. C'est pour ça qu'il y a quand même un certain nombre de vaccins qui, fort heureusement, sont obligatoires. Parce que si vous ne vous vaccinez pas, vous infectez les autres. Enfin, vous risquez en tout cas de les infecter. Donc on ne peut pas traiter la question uniquement de manière individualiste. Ce n'est pas raisonnable. Bon, donc c'est une question de santé publique, pas simplement de santé individuelle. Et puis la deuxième raison, c'est que, évidemment, si nos politiques, on parlait de Jérôme Salomon et d'Olivier Véran tout à l'heure, n'avaient pas tellement hésité sur les masques et sur les tests, on n'en serait pas là.
Le problème, c'est que quand ils nous ont dit pendant au moins 1 mois et demi que les masques ne servaient à rien, que c'était même dangereux, et que voir les tests aussi, ça pouvait être dangereux. D'autres l'ont dit, pas eux, mais enfin, on a entendu ça aussi dans leur entourage, que les tests, ça pouvait être dangereux. Pourquoi ? Parce que les gens pourraient se croire immunisés alors qu'ils ne le sont plus, donc infecter les autres. Bon, quand on tient des discours aussi bêtes, les gens deviennent après, et c'est pas étonnant que, voilà, qui sème le vent réclame la tempête. Merci Luc Ferry. Comme dans les examens oraux, vous avez 1 minute pour nous parler de Napoléon. Conclusion, il y a ceux qui disent que ça finira mal. Il y a les deux théories. Ça finira mal comme après la peste d'Athènes. Cette très grande crise, à un moment donné, ça accouche d'un monstre. Ou l'optimisme, la démocratie vaincra dans tous les cas. Ah non, de toute façon, la démocratie vaincra. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de grand politique. Le plus grand homme politique, et je dis ça en plaisantant, c'est Madame Merkel, évidemment. Et de très, elle très, nous très, occupait très loin. au début de ce journal déjà. Voilà, Merci beaucoup. Elle est vraiment géniale. Mais on n'a pas l'équivalent. On a quand même beaucoup de nains de jardin, quoi. C'est quand même le problème. Et ça fait beaucoup de vacheries collectives que vous envoyez pour finir aussi. C'est collectif, donc c'est pas méchant. Merci beaucoup Luc Ferry. Merci beaucoup Samira. Merci à vous aussi, Cyril. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, je passe la parole à Julien Arnaud pour le Grand Soir. Merci.